Dis, bonjour Loïc, comment ça va? Salut, ça va bien et toi? Oui, bah moi je suis à Paris et toi tu es à... À Toulouse aujourd'hui. Ok, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Oh, qu'est-ce que je fais dans la vie? Vaste sujet. Je crée des projets. Je crois que c'est un petit peu ce qui me caractérise. Je crée des projets autour de la formation, du coaching, de l'accompagnement. Je suis passionné de coaching, de manière générale, de PNL, de psycho, de tout ce qui va être les hacks du cerveau, d'hypnose, en fait, tout ce qui touche à comment on utilise notre cerveau pour se sentir plus ou moins bien dans notre quotidien. Comment développer ensuite notre liberté personnelle aussi. Et puis petit à petit, tout ça, ça forme un ensemble plus ou moins cohérent qui me permet de créer des offres d'accompagnement pour les professionnels, pour les particuliers, des formations aussi pour partager un petit peu ce que je fais. Et globalement, voilà, je m'amuse, j'entreprends, je teste, je me plante, et parfois ça marche. Et voilà un petit peu. Bon, avant de rentrer dans les détails, est-ce que tu peux expliquer ton parcours, d'où tu viens, ce que tu as fait avant tout ça? Ouais, ouais, mon parcours il est assez standard au final. Moi, je viens du Gers. Il faut le savoir, j'ai fait ma scolarité dans le Gers. Et pour aller, alors moi à cette époque-là, j'avais une grande passion pour les jeux vidéo et donc tout le monde autour de moi s'est dit il faut qu'il aille dans l'informatique. Faire de l'informatique, le cursus standard dans les années 2000, c'était qu'il fallait un bac S, donc j'ai fait un bac S. J'ai toujours détesté les sciences. Pour moi, l'informatique, c'est plus des langues étrangères, tu vois, c'est apprendre à parler à ta machine, c'est de la communication. Mais toujours est-il que dans l'esprit commun, l'informatique, c'est de la science. Et donc, j'ai fait un bac S que j'ai eu avec grande difficulté, beaucoup de sueur. Après quoi, je suis parti dans un cursus à la fac plutôt orienté informatique. Je me suis bien planté les 2 premières années avant de tomber justement sur des formations beaucoup plus pratiques. Donc, j'ai un master 2 en ingénierie des systèmes informatiques. D'accord. Et du coup, après, je suis rentré dans une société de services en informatique pour faire du développement logiciel sur des projets scientifiques. Et donc, petit à petit, c'était quoi la question? Parce que je te raconte ma vie, mais Ton parcours, mais vas-y, hein, c'est ça cool. marche. On est cool. On y est. On est à notre Et image, c'est donc, le plus important. quand je rentre en société de service, à cette époque-là, c'était pour mon sujet de stage en alternance. Je travaillais sur le logiciel qui affichait le plan de vol de la navette de ravitaillement de la station internationale, dans le centre contrôle au CNES à Toulouse. Et donc, petit à petit, j'ai fait du développement. Et puis, comme ça marchait bien, j'ai pris des responsabilités techniques. Et puis, comme j'avais des responsabilités techniques, je suis intervenu en avant-vente pour aider sur les réponses à appels d'offres. Et puis, comme on a commencé à gagner des projets, il a fallu gérer les projets. Donc, j'ai fait de la gestion de projet. Et puis, au bout d'un moment, comme j'avais des projets à gérer, des projets à réaliser, il a fallu que je grossisse un petit peu avec les équipes. Et donc, j'ai fait un petit peu de recrutement. Et comme j'avais des équipes à gérer, j'ai commencé à faire plus de management. Et une fois qu'on fait du management, après, et que les personnes ne comprennent pas les profils qu'il faut que tu recrutes, j'ai fait un petit peu de recrutement, puis j'ai fait un petit peu de R&D. J'ai fait de la qualité aussi. Et globalement, j'ai développé avec l'équipe tout un pôle de développement scientifique et ensuite qui a pu justement s'élargir sur du multisite avec Rennes et Paris. Et globalement, j'avais un poste d'intrapreneur à l'intérieur de ça, porté avec une équipe, hein, bien sûr, mais qui m'amusait bien. Le seul problème, c'est que la société de service, au bout de 10 ans, ça paye pas très bien. Et donc, c'était plus en cohérence avec mes projets de vie. Moi, je faisais souvent des semaines à 60 heures pour finalement être moins bien payé que les nouveaux arrivants parce que les enveloppes d'augmentation à l'entrée avaient évolué plus vite que les enveloppes d'augmentation pour les salariés présents dans la boîte. Et donc, je suis parti à ce moment-là chez Airbus Defence and Space, d'abord en tant que développeur. Et puis, comme ça marchait bien, j'ai pris des responsabilités techniques. Et puis, j'ai refait la même chose jusqu'à encadrer une équipe de 50 personnes dans les satellites d'observation de la Terre. Le truc, c'est qu'à ce moment-là, en fait, j'étais dans une relation compliquée qui m'a amené à un burn-out personnel et qui a fait que j'avais plus d'énergie pour mon poste. Et donc j'ai eu un arrêt maladie qui a duré entre 6 et 9 mois et quand je suis revenu, j'avais plus le goût et donc on m'a mis sur un projet intéressant à niveau européen mais je m'amusais plus, c'était des tableaux Excel, je comprenais plus ce que je faisais, j'ai perdu du sens. Donc après le burn-out perso, j'ai fait un burn-out professionnel et je suis reparti en arrêt maladie et je me suis dit OK, il faut changer des trucs. Et donc, je me suis fait accompagner par une psychologue à l'époque, et comme on s'entendait bien, elle m'a prêté ses bouquins, j'ai commencé à lire ses bouquins, je me suis dit, tiens, c'est chouette,
Pourquoi je ferais pas plus de ça? Et en parallèle, tu vois, depuis l'informatique, moi j'ai grandi avec un courant qu'on appelle les méthodes agiles. Et dans les méthodes agiles, tu as toute une partie de coaching agile. Et je me suis dit, en fait, mais si j'enlève l'informatique et que je garde juste le côté humain en plus, moi en tant que manager, c'est vraiment ça qui me plaît. Tu te vois comment dans 3 ans, dans 5 ans, de quoi tu as besoin pour y arriver, quelle formation, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu n'oses pas demander justement ce poste qui te fait envie. Et donc, en fait, j'avais déjà cette casquette de coach en tant que manager et je me suis dit, mais en fait, soit je voulais devenir ostéo, toujours une grande passion aussi pour le fonctionnement du corps, mais c'était 7 ans d'études. Le coaching, c'était beaucoup plus rapide, beaucoup plus atteignable. Et la passerelle était plus immédiate par rapport à ce que je faisais déjà. Et donc, je me suis lancé dans une formation de coaching en 2020. Et voilà un petit peu pour le parcours qui m'a amené jusqu'au coaching. Ensuite, en école de coaching, en fait, je me suis aperçu, tu vois, chez Link Up Coaching, Mhm. que je salue. S'il y a des gens qui y sont ou qui y sont passés, coucou. J'y suis passée. C'est ça, mais que j'ai adoré comme formation. Et puis, il y a un personnel hyper qualifié. Mais en tant que coach, bah, entre les semaines entre la fin de la formation et le passage de la certification, on nous demandait de prendre, tu te souviens, quatre personnes à coacher. Bon, j'en avais pris 15. Et sur les 15, j'en ai la moitié qui passait à l'action, l'autre moitié qui passait pas à l'action. Et en supervision, on me disait, oui, mais tu peux pas t'en vouloir pour ça parce que bon, tu as un engagement de moyens, pas un Mhm. engagement de résultat. Je me suis dit, mais c'est quand même dommage. Et puis, même en tant que coach, tu vois, la valeur de ce Mhm. que je fais, si à moitié du temps, mes clients, ils passent pas à l'action, à quoi ça sert ce que je fais? Parce que c'est pas remboursé Ouais. par la Sécu, le coaching, c'est quand même un engagement individuel. Tout Mhm. ça pour des gens qui parfois vont être vite frustrés de ne pas avoir de résultats. Je me suis dit, OK, je peux avoir un engagement de moyens, mais si j'ai un engagement de moyens, il me faut des meilleurs moyens. Mhm. Et c'est comme ça que je suis parti me former à la PNL. Et la D'accord. PNL, en fait, dont je suis tombé amoureux, et quand j'ai commencé à intégrer la PNL au coaching, je me suis aperçu que de un, bah, les clients passaient plus facilement à l'action, de deux, souvent, ils y arrivaient plus vite. Mhm. Et donc, j'ai vu mes coachings se réduire petit à petit. Et je me suis dit, là, il y a une forme d'accompagnement qui me correspond. C'est c'est rapide, c'est efficace. Les gens, je les vois pas longtemps parce qu'ils ont résolu leurs problèmes plus vite. Là, je me sens utile, en fait. Et donc, je me suis dit, ben, puisque ça marche bien, allons enrichir ça. Donc, je me suis formé à des techniques de libération émotionnelle, le EFT, le Faster EFT, le FTH, D'accord. à l'hypnose aussi. Et en parallèle, j'ai continué le cursus PNL pour devenir maître Prat, puis formateur PNL, D'accord. Que tu as fait aux États-Unis. que j'ai fait aux États-Unis. En fait, pourquoi je suis parti me former? Parce que, en fait, j'avais pas envie de retourner en entreprise. Pour être passé, tu vois, dans des postes managers, le coaching en entreprise, je l'ai toujours un petit peu mal vécu, pas sur les temps de coaching, mais sur l'après. Mhm. On a des coachings collectifs pour parler de leadership, pour parler des valeurs d'entreprise et tout, et puis tu reviens dans ton environnement de travail avec ta vraie équipe et ton vrai manager, et puis rien n'a changé, et puis tu n'as pas de levier d'action supplémentaire. Et donc, le contre-coup était au moins aussi violent que l'émerveillement, tu vois, pendant les 3 jours de leadership. Je me suis dit, c'est chouette, c'est une cour de récréation, mais c'est du pain et des jeux, tu vois. L'impact final de ce truc-là pour t'apprendre à développer ta vulnérabilité, ton leadership et tout ça, et puis tu reviens, bah, t'as pas le droit, t'as pas de levier d'action supplémentaire. Je me suis dit, c'est pas l'impact que j'ai envie d'avoir. Plus c'est lourd en termes de prise de décision et tout. Je me suis dit, si je veux, à la fin de mes... Parce que j'ai eu de la chance, en fait, après mon école de coaching, il y a Airbus qui a annoncé un plan social. Et donc, j'ai eu droit à une rupture conventionnelle qui est tombée pile au bon moment, qui m'a Mhm. permis de me lancer pendant 2 ans en créant une SASU. Et donc, pendant 2 ans, j'ai touché mon chômage sans avoir de pression financière particulière. Et donc, j'ai pu expérimenter. J'ai pu expérimenter le coaching de HPI, j'ai pu essayer le coaching de particulier, j'ai pu m'apercevoir que c'était quand même très difficile, surtout quand on démarre. Donc après, j'ai fait pas mal de bilans de compétences pendant 1 an et demi. Mais le bilan de compétences, en fait, c'est intéressant, mais le taux horaire n'était pas formidable. Et du coup, ça maintenait suffisamment de volume pour rester un petit peu en sécurité, mais pas assez de volume pour se sentir vraiment en sécurité non plus. C'est vraiment la sécurité de Schrödinger, le bilan de Ouais. compétences. Et du coup, je me suis dit, de quelle manière on peut réduire ce truc-là pour commencer à créer? Et je me suis dit, en fait, oui, pour l'instant, ce qui se passe, c'est que le coaching est souvent perçu comme un poste de coût. À savoir, c'est de l'argent qu'on dépense pour de la santé mentale, là où le psy, lui, il est remboursé. Là où l'hypno, on sait qu'il a des résultats en 2, 3 séances. Et donc, le coaching de particulier, c'est un petit peu le parent pauvre de l'accompagnement en France. En général, on attend d'aller trop mal pour aller se faire accompagner.
Et donc, potentiellement, on n'est plus dans le champ du coaching, on est dans le champ de la thérapie. Bon, ça va avec la PNL, j'ai les deux casquettes, tu vois, Mm. mais se dire, OK, bon, dans tous les cas, le particulier, c'est chouette, j'en fais toujours, hein, d'ailleurs, et c'est une passion, mais c'est pas ça qui me fait vivre de mon activité. Il a fallu que je développe une offre B2B, mais qui passait pas par les entreprises, les grands groupes ou les ETI. Et donc, je me suis dit, je vais aller rajouter enfin, j'ai toujours une passion pour la transmission de toute façon. Et donc, je me suis dit, je vais aller devenir formateur pour pouvoir former à la PNL des coachs qui auraient besoin de clés pour gagner en efficacité. Parce qu'en fait, j'ai connu Et, Loïc, il était monsieur HPI, et après, ça a muté. Donc voilà, parle-nous de cette mutation. bah, la mutation, en fait, elle s'est faite par constat. Au départ, je voulais accompagner les HPI parce que je me disais, mais toute la littérature poubelle, trop intelligent pour être heureux, je pense trop, l'affre des enfants surdoués, je crois qu'il y en a un, il s'appelle. Finalement, en fait, qui catalogue le HPI comme une forme de malédiction, une malédiction à être malheureux pour le restant de tes jours et tu peux rien y faire parce que tu es HPI. Alors Et qu'il y en en a fait, plein il qui sont prend. heureux. Ben c'est ça. Et après, je suis tombé sur les bouquins de Nicolas Gauvry, Les surdoués ordinaires, qui nous expliquent que 90% des HPI vont bien 90% de leur vie. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que les bouquins sur l'HPI, souvent, ils sont écrits sur un échantillon très restreint de la population qui va pas bien à un instant de sa vie. Sur des cas cliniques que peuvent rencontrer les psychologues. Mais du coup, par défaut, avec une personne qui va pas bien à ce moment-là. Et donc, il y a un amalgame qui s'est fait très rapidement entre HPI et malheur. Et moi, je me suis dit, je vais en faire mon cheval de bataille, je vais expliquer à quel point, en fait, c'est plus une histoire d'orientation. Le HPI, c'est la puissance du moteur. Mm. Le fait que tu ailles dans le mur ou que tu roules sur une route de campagne, et ça t'appartient ensuite. Ouais. Et ça, c'est vraiment la PNL qui nous l'a amené. Mais le problème avec ça, c'est qu'il y a plein de gens qui avaient déjà donné tout leur argent dans les tests psychotechniques ou et qui finalement se retrouvaient avec justement l'habitude de la gratuité, l'habitude des factures de psy à 45 ou 50 euros de l'heure, ou qui avaient besoin d'être confortées dans le fait qu'elles sont malheureuses parce qu'elles sont HPI et donc que c'est forcément la faute des autres. Et du coup, c'est pas mon approche coaching. Moi, l'idée, c'est vraiment reprendre la responsabilité de ce qui nous arrive pour ensuite pouvoir faire autrement. Et donc, le HPI, au bout d'un moment, ça m'a élassé. Et en plus, je me suis dit, mais le marché n'est pas là. Le marché pour un coach, il est excessivement difficile dans le HP. Et en plus, c'est chasse gardée par les psys. Donc, je me suis dit, je vais faire autre chose. Et donc, je me suis dit, HP ou pas HP, de toute façon, ce que je fais, moi, c'est de la PNL. Donc, je vais aller travailler ça et travailler avec des thérapies brèves ou du coaching flash, mais sur des zones très, très ponctuelles. C'est D'ailleurs, quoi pendant la un temps, PNL? Il faudrait que tu nous expliques ce que la c'est la PNL. PNL. La PNL, en fait, c'est une discipline qui est née. À la rencontre de plusieurs courants en Californie dans les années 70, à la rencontre des recherches dans l'informatique et de la cybernétique qui se faisaient à l'époque, à la rencontre aussi du coaching, de l'hypnose thérapeutique. Au départ, c'est Bandler et Grinder qui se sont dit, tiens, il y a quelques psychothérapeutes qui réussissent à avoir des résultats, là où beaucoup sont en difficulté. Le courant majoritaire à l'époque, c'était la psychanalyse. Et il y a beaucoup de psychanalystes qui disaient que quand il y avait un changement, c'était en général lié aux effets du temps, tu vois, et au fait que la personne, petit à petit, elle devient, avec le temps, prête à changer. Et donc, ils se sont dit, c'est quand même dommage. Pareil, au niveau des bouquins, il y avait beaucoup de bouquins qui traitaient des pathologies, qui étaient capables de classifier, tu vois, les types de troubles, les types de... Et il y avait très peu de bouquins qui parlaient des solutions. Et les bouquins qui parlaient des solutions, ils étaient essentiellement autour de la médication. Et pour autant, tu vois, à travers leur parcours, Bandler et Grinder, ils ont constaté qu'il y avait des personnes qui avaient ces pathologies, qu'ils n'étaient pas censés pouvoir traiter par eux-mêmes, mais qu'ils avaient réussi. Et ils se sont dit, tiens, on va aller regarder qu'est-ce qui a fait que certaines personnes arrivent à s'en sortir par elles-mêmes. On va aller regarder ce qui fait que certains psychologues, certains psychothérapeutes ont plus de résultats que d'autres. Et ils ont commencé à modéliser des briques de comportement, à modéliser, tu vois, des structures de langage, des structures de communication. Et ils se sont dit, tiens, bah, maintenant qu'on a quelque chose qui commence à prendre forme, déjà, on va aller le présenter à d'autres psychologues. Donc, ils avaient Gregory Bateson dans l'entourage à l'époque, qui les a mis en contact avec Virginia Satir, avec Milton Erickson, Fritz Perls, c'est les grands noms des courants psycho. Milton Erickson, qui est Mm. le papa de l'hypnose ericksonienne moderne. Virginia Satir, qui est une des cofondatrices de l'école de Palo Alto et qui bossait dans les thérapies familiales. Et Fritz Perls, qui est à l'origine de la Gestalt.
Et en fait, ils se sont dit, ben, c'est marrant, en fait, ils n'interviennent pas sur les mêmes domaines, mais pour autant, ils utilisent chacun, en fait, des états de transe légère ou des figures de communication ou certaines approches dans le changement. Ils se sont dit, on va prendre tout ça et en extraire une forme de méthode. Alors, avant d'être une méthode, c'est avant tout un état d'esprit. C'est porté par les présupposés sur le fait qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que de réussite, sur le fait que tout comportement vient d'une intention positive. Comme je disais l'autre jour, je suis passé sur un podcast avec Cédric, la PNL, c'est du bouddhisme appliqué, tu vois. C'est si finalement tu nourris pas d'attente par rapport à la réalité, tu as peu de chances d'être déçu. Tu vois, et après, c'est tout ce que tu fais dans ta tête, dans ton corps, qui va te faire que, à une situation équivalente, tu vas produire une réponse plus ou moins efficace. Souvent, on reproduit les réponses par familiarité, par habitude. Et la PNL, elle nous permet de nous dire, tiens, par rapport à ça, que j'ai l'habitude de faire de cette manière-là, est-ce que je suis OK avec ça? Est-ce que je voudrais à la place? Et au milieu, qu'est-ce qui m'empêche de? Qu'est-ce qui m'empêche de ou qu'est-ce qui pourrait favoriser le changement? Et donc, c'est une approche très opérationnelle, très concrète, qui se base aussi bien sur des techniques de communication que sur des techniques et des protocoles qui ressemblent un petit peu à des protocoles hypnotiques pour aller travailler au niveau de l'inconscient, des émotions, de la manière dont certains souvenirs se rappellent à nous sur la base de certains stimuli qui nous amènent à avoir des émotions, qui nous amènent à nous mettre plutôt sur le recul ou plutôt en avant, tu vois. Et donc, potentiellement, tu vois, une personne qui a peur de parler en public, elle aura toujours peur de parler en public de la même manière tant qu'elle ne travaille pas d'une certaine manière. C'est que souvent, en général, bah, tu as ceux qui ont la voix qui flanche, tu as ceux qui ont les mains moites, tu as ceux qui se visualisent devant une grande salle où les gens ont le visage fermé. L'idée, c'est de permettre à personne, la PNL, de comprendre de quelle manière elle réussit à s'y prendre mal, enfin à s'y prendre pour se sentir mal et se dire, OK, à quoi ça pourrait ressembler si je m'y prenais, si je m'y prenais bien, si je m'y prenais de manière efficace, d'une manière avec laquelle je me sente aligné, avec laquelle je me sente bien, efficace. Et regarder comment on va pouvoir ensuite utiliser les protocoles hypnotiques pour affaiblir les anciens schémas et pour renforcer les nouveaux. Et donc, ça nous permet en coaching, tu vois, une fois qu'on a dit ça, alors c'est une métadiscipline, on peut l'utiliser en coaching, on peut l'utiliser en thérapie, on peut l'utiliser sur les aspects pédagogiques. En fait, la manière dont on va l'utiliser, c'est une technique de communication et des protocoles qui ressemblent beaucoup à de l'hypnose. Après, ce qu'on en fait, c'est vraiment à chacun, hein. Et donc, l'idée, c'est vraiment de débloquer les accompagnements qui tournent en boucle sur je voudrais bien, mais je peux pas, et puis ils vont se dire ça, et puis de toute façon, je m'en sens pas capable. Là, forcément, ben, on a des clés pour travailler sur le je me sens pas capable. On peut faire en sorte que la personne se sente capable si elle en a envie pour passer plus vite à l'action. Il y a les phobies. Tu peux nous parler des accompagnements de la PNL avec les phobies? Ou Ouais. d'autres exemples, hein? Ok, quelques exemples. Ben, Hein. en fait, quand je suis sorti de la formation de praticien PNL, j'ai accompagné une personne qui était phobique des chiens depuis 35 ans. Elle avait grandi dans je sais plus quel pays d'Afrique où ils ont des chiens de garde, tu vois. C'est pas des chiens domestiques comme on peut en avoir. C'était vraiment des chiens. Elle s'était fait courser à plusieurs reprises. Elle avait été attaquée à deux, trois reprises. Et donc, à chaque fois qu'elle voyait un chien, le premier truc auquel elle pensait, c'était une grande mâchoire, tu vois, qui se refermait. Et donc ça lui posait problème en fait, parce que même sur les tout petits chiens, en fait, elle était phobique au dernier niveau, elle pouvait plus inviter ses amis et elle les invitait plus non plus s'ils avaient des chiens. Parce que potentiellement, elle acceptait plus, elle tolérait pas d'être dans la même pièce qu'un chien. Et donc, on a fait une séance de PNL comme ça, on a changé, on a éloigné certains souvenirs, tu vois, de son enfance. On a travaillé au niveau des émotions, ça nous a pris 1 heure à peu près. Et en fait, 3 semaines après, elle m'envoie un petit message. Elle me dit, tu sais pas ce qui m'est arrivé. Mon mari, il m'a dit un truc bizarre. Il m'a dit, regarde, il y a un chien à tes pieds, t'as oublié d'avoir peur. Et C'est en fort, fait, hein. c'est vraiment ça. C'est se dire, ben, en fait, c'est pas avoir moins peur des chiens, c'est pas ne plus avoir peur des chiens, c'est faire en sorte que les chiens aient toujours fait partie du paysage. Tu vois? Et le fait que même la peur des chiens soit tellement éloignée de la perception nouvelle de la personne que potentiellement il y ait plus ce problème-là. Ça marche aussi avec les transports, avec l'avion, avec la voiture. Au moment du Covid, j'avais fait une phobie des tests PCR aussi. Une jeune qui acceptait pas, qui voulait pas, elle était vraiment trouille-trouille et elle était jusqu'à se rouler devant les pneus de la voiture pour pas y aller, tu vois. Et donc, il nous a fallu 1 heure aussi. C'est des techniques, en fait. Je dis pas que ça résout systématiquement sur le long terme, mais ça permet de débloquer suffisamment pour que la personne soit curieuse de maintenant, si je m'en rapproche dans ce nouveau contexte avec ce que j'en sais.
de quelle manière déjà ça me permet de mettre la main sur un cercle vertueux. Moi, j'avais Et donc, une phobie d'aller sur LinkedIn. Enfin, j'aime pas les réseaux sociaux. C'est rigolo de dire ça aujourd'hui. Et Loïc m'a permis de complètement dépasser ça et publier sur LinkedIn, ce qui est assez impressionnant en ce qui me concerne, hein. Même quelques années après, c'était en 2020, début 2021, je publie toujours sur LinkedIn et c'est grâce à la PNL. Donc et voilà, maintenant sur YouTube, du coup. effectivement, et c'est assez fou, quoi. Mm. Et c'est vraiment ça, tu vois, c'est se dire on casse le cycle. La peur, c'est quelque chose qu'on a appris. Alors, apparemment, on est avec deux grandes peurs à la naissance, la peur de tomber et la peur des grands bruits. Toutes les autres, c'est des peurs qu'on a apprises. Et donc, c'est se dire, si on a appris, on peut aussi le désapprendre et on peut apprendre à faire autre chose, tu vois, quand on est confronté. Une personne, là, ils ont fait, je sais pas si tu l'as vu, cette vidéo, ils ont mis des enfants de 6 mois avec des couleuvres apprivoisées dans une même pièce et les parents à côté, dans une pièce séparée. Et les Je parents, connais en pas. fait, qui voient leur gamin jouer avec le serpent, tu les vois Oh, révulsés ouais, comme j'ai ça pas et qui voulu ont du mal, voir. tu vois. Ouais, Et t'as les gamins, en fait, ils ont pas peur par défaut des reptiles. Ils appuient dessus, ils prennent, alors c'est les couleuvres inoffensives hein, qui ont été apprivoisées. Enfin, je pense que toutes les couleuvres le sont plus ou moins de toute façon. Mais ils les prennent, ils mâchouillent. Enfin, tu vois que le gamin, il a pas peur naturellement du serpent. C'est juste que une fois qu'il sera avec son adulte référent, qui va le voir avec un serpent, l'adulte va avoir peur, le petit va voir le serpent, l'adulte qui a peur, et paf, c'est naturel d'avoir peur du serpent. Et donc, il y a la plupart de nos peurs aujourd'hui, bah, c'est des choses qu'on a apprises soit à travers notre éducation, soit à travers la manière dont on a grandi. Mais se dire, en fait, c'est pas une fatalité. Si j'ai envie de ne plus avoir peur, si j'ai envie de ne plus avoir le vertige et tout, j'ai aussi cette capacité en faisant deux, trois trucs dans mon cerveau de la bonne manière qui me permettent au mieux de m'en débarrasser, au pire, hein, de l'affaiblir, en tout cas, d'être en mesure de pouvoir m'en rapprocher. Mais l'idée, c'est vraiment de casser le cycle de la peur pour ensuite avoir plus de comportements possibles. c'est fou la PNL quand même. Donc, t'es passé de Monsieur HPI à Monsieur PNL, et maintenant, Là, maintenant toujours, c'est toujours Monsieur PNL. Je suis passé par la phase ostéo du cerveau. C'est vraiment ça, c'est remettre en mouvement. C'est exactement comme pour les peurs. Une fois que tu n'as plus peur, tu peux prendre de nouvelles actions. Tu peux, que ce soit par rapport aux publications sur les réseaux sociaux, que ce soit par rapport à l'entrepreneuriat. On n'enlève pas une peur sans vérifier de quoi elle nous préserve quand même, hein. Vérifier, tu vois, avant d'enlever une peur des araignées, que la personne n'habite pas dans la jungle amazonienne où elle est entourée d'araignées vénéneuses ou quoi que ce soit. Mais, mais souvent, les mises en danger, et encore plus en France aujourd'hui, elles sont pour la plupart injustifiées. Et se dire, OK, je peux me libérer des peurs, je peux me libérer en tout cas du truc désagréable sans pour autant perdre la vigilance, mais faire en sorte que ça occupe plus toutes mes pensées autant. pour Et donc partager c'est un petit vraiment... truc, je voulais partager Comment? un petit truc. Loïc a Ouais. accompagné un petit garçon que je connais qui entendait les tic-tac des montres quand il était à l'école. Il n'arrivait pas à se concentrer à travailler. Et en fait, en une séance, ça a été enlevé. Et le gamin, en fait, aujourd'hui, arrive quand il veut à entendre le tic-tac et à l'enlever quand il peut. C'est assez fou, quoi. Comme, ouais. Clairement, puis en plus, il était hyper curieux, donc un vrai régal la séance. Et ouais, il Donc, avait le tic-tac des montres, si je me souviens bien, et il y avait la distinction main droite, main gauche en fonction de si j'ai tout à passé ou non fait. une bonne journée. C'est fou, J'en c'est parle fou. encore, hein. C'est fou, c'est fou. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce que tu proposes? Et Plein de aujourd'hui, qu'est-ce choses. que je propose? Ben, en fait, je peux plus absorber tous les clients entrants, donc je me suis dit, je vais commencer à former pour avoir plus d'impact. Donc, je propose des formations à la PNL pour les coachs, les thérapeutes. Et au milieu de tout ça, je me suis aperçu qu'il y a plein de gens en fait qui étaient intéressés par la PNL, qui étaient intéressés aussi par le coaching, mais qui n'ont pas envie de rentrer dans une certification RNCP. Parce que trop long, parce que trop engageant, alors qu'ils ont souvent une boîte à faire tourner, notamment les entrepreneurs de 4 ou 5 ans d'expérience qui se mettent coach déjà sur LinkedIn, mais qui ne sont pas coach, qui sont consultants en général, mais qui aimeraient bien avoir une posture plus coaching pour avoir de meilleurs résultats. Et donc, j'ai créé une offre complémentaire en fait pour combler un trou dans la raquette. Là où les écoles RNCP ben, affichent des cursus longs et tout, je me suis dit en fait il y a deux approches. Il y a l'approche des fédés qui va chercher à réguler et à taper sur les gens qui se disent coach sans forcément l'être.
moi, j'aimerais bien pouvoir aussi donner le socle éthique et déontologique du coaching, les outils principaux, la posture, des réflexions sur les tactiques et les stratégies de questionnement, les principaux modèles. Et donc, j'ai lancé une formation de coaching que j'ai appelée Deviens un consultant d'élite au départ parce que c'était essentiellement orienté pour les consultants qui basculent dans l'accompagnement individuel et qui veulent justement compléter leur posture de consultant avec une posture de coach. Et je me suis aperçu que là-dedans, j'ai eu une moitié de particuliers qui venaient pour améliorer leur communication, leur capacité à se sentir bien dans leur quotidien. Et donc, c'est en train d'évoluer petit à petit, c'est en train de devenir vraiment une formation alternative au coaching qui se base beaucoup plus sur la pratique, avec une plateforme de formation en ligne et puis ensuite des créneaux de pratique hyper réguliers, du coaching individuel avec moi, soit pour venir se débloquer, soit pour venir discuter de certains morceaux de la formation sur lesquels ils ont besoin de clarifications supplémentaires. Et donc voilà, maintenant je suis vraiment en centre de formation avec du coup les personnes qui veulent se former au coaching, qui n'ont pas forcément besoin du RNCP parce que le RNCP c'est demandé beaucoup en entreprise. Ça va être aussi si on devient coach et vraiment pour vivre du coaching de particulier ou en entreprise, ça peut être intéressant, mais il y a plein de gens qui ont besoin de bien apprendre les techniques, d'apprendre la posture. En fait, le coaching, c'est une histoire de posture et qui ensuite peuvent venir jusqu'au cursus PNL. D'accord. Et ça dure combien de temps comme formation? Alors, la formation, elle est prévue pour se faire en 30 jours. D'accord, Alors, c'est prévu pour des consultants. C'est prévu pour des consultants qui n'ont pas beaucoup de temps. Donc, c'est des capsules très courtes, mais très denses, d'accord. de 5-10 minutes par jour pendant 30 jours, avec tout de suite une proposition de mise en action dans le quotidien. Sans pour autant révolutionner ce que tu fais. Regarde quand tu es avec un client, ce que tu peux calibrer, de quelle manière tu peux récupérer d'autres infos, de quelle manière tu peux reformuler, de quelle manière tu vas pouvoir aller le questionner sur ses freins, ses blocages, ses limites, ses besoins. Et petit à petit, justement, monter la température dans ce qu'ils vont apprendre avec des challenges toujours un petit peu plus, pas plus difficiles, puisque finalement, ils apprennent au fur et à mesure et ils mettent en pratique tout de suite. Et donc, ces 30 jours, c'est 3 mois de coaching individuel avec moi pour se lancer. Ensuite, pendant un an, ils ont accès vraiment à des créneaux tous les vendredis après-midi pour venir pratiquer ensemble. Et donc, de la pratique, de la pratique, de la pratique pour venir à la fois progresser, comprendre un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de nous, à l'intérieur de nos proches, à les questionner, vraiment développer de la curiosité et améliorer potentiellement ces relations, mais aussi les performances business. Là, tu vois, sur les personnes qui sont passées, il y en a une, elle m'a dit, en fait, je suis passé de 70% en taux de closing à 100%. Et je pense que ça se joue à la posture. Il y en a une qui m'a dit, en fait, je venais pas du tout pour ça, mais depuis, ça a vachement amélioré la communication avec mon conjoint. En fait, on s'engueule plus pour on s'engueule plus pour les mêmes raisons. Et, et donc, ça a forcément des effets de bord. Ça va amener des effets de bord business, alors que finalement, on ne parle pas business. Et inversement, on va travailler exclusivement sur les figures psychologiques, ce qui peut se jouer au niveau de la communication, des relations et tout ça, pour aller petit à petit regarder un petit peu c'est quoi une croyance, comment on s'en défait, les syndromes de l'imposteur, la peur de réussir, la peur d'échouer, et tout ça, et se dire, tiens, de quelle manière, en fait, on peut travailler là-dessus. Ok. Et les arts martiaux dans tout ça? Oh, j'ai arrêté, j'en ai fait pendant 15 ans. Et là, c'est pareil, tu vois, j'étais à la tête, enfin, j'étais pas à la tête, mais j'étais bien actif dans l'association du dojo. Et il y avait en plus une ambiance très particulière où on venait se taper dessus. Et puis à la fin, on buvait une bière ensemble, tu vois, on venait transpirer et en même temps, on y prenait plaisir. Et je me suis dit, c'est quelque chose qui me manque maintenant, tu vois, que je suis coach. J'ai dû arrêter parce que j'ai des problèmes de dos. Tu faisais Mais quoi comme art martial? je faisais du kendo. C'est le sabre japonais où on a la grille en fer sur le visage et puis on se tape dessus. On porte les coups, Comme soit dans sur les les bras, films. soit sur la tête. Et donc je me suis dit, j'aimerais bien recréer un truc similaire où finalement on ne vient pas réfléchir, on ne vient pas intellectualiser, on vient juste transpirer des neurones ensemble. Et donc j'ai créé un dojo de coaching où toutes les 2 semaines, il y a 2 créneaux ouverts, le mardi et le jeudi, pour venir pratiquer entre nous. En fait, le constat est parti du fait que j'ai accompagné plusieurs centaines de coachs là, depuis 4 ans maintenant, et la moitié des coachs, ils n'ont pas les moyens de faire appel à un coaching, ou alors ils n'ont pas confiance dans le fait que ça pourra marcher sur eux. Tu vois, parce que ouais, mais tu sais, moi je suis un peu incoachable et tout.
Et il y a l'autre moitié des coachs qui n'ont pas assez de clients et qui coachent pas assez et donc qui perdent un petit peu confiance dans ce qu'ils font et sur ouais, tu crois que je peux, tu crois que je suis légitime et tout ça. Et donc je me suis dit, il y a la moitié des coachs qui coachent pas, il y a la moitié des coachs qui auraient besoin d'être coachés mais qui n'ont pas les moyens. Et si on les faisait bosser ensemble? Donc, Et ils donc viennent j'ai s'entraîner. créé, c'est ça, c'est venez vous entraîner en fait. Et comme à l'entraînement, bah, si tu viens, tu progresses. Et puis sinon, bah, c'est comme les gens qui payent un abonnement Basic Fit, tu vois, et qui, et qui restent dans leur canapé en espérant que Ça les passe. calories comme ça se brûlent en Wi-Fi. Et, et donc voilà, et autour de ça, ben, je me suis dit, bon, bah, c'est chouette parce qu'on peut pratiquer, donc à la fois bah, affûter sa posture de coach et en même temps venir débloquer les problématiques pro perso, et donc passer à l'étape d'après, casser un petit peu la solitude aussi des coachs solopreneurs et tout, en créant un groupe et créant du lien. Et je me suis dit, ben, en parallèle, je coach aussi pas mal de consultants qui commencent à avoir ben, pas mal de crédits et faire des chouettes trucs si je les faisais intervenir dans ce cadre-là pour nous animer des workshops aussi. Donc là ben, qui vont être en général, tu vois, plutôt en lien avec le business. On a fait un avec Marie Roussel sur le rapport à l'argent. Là, en janvier, il y a Marine Armand qui va venir nous parler de comment construire une offre irrésistible. Ensuite, il y a Charlène Hubert qui va venir nous parler de comment développer son personal branding, trouver sa voie pour communiquer efficacement, pour laisser une image. Et petit à petit, je me dis, j'ai suffisamment de copains maintenant, à travers tous les bootcamps que j'ai pu faire, pour alimenter au moins un programme pendant un an et renouveler, à la fois donner de la visibilité aux copains qui font un excellent boulot et en même temps venir nourrir aussi les coachs qui n'auraient pas les moyens de prendre toutes les formations si jamais. Tu dors quand, Loïc? Avec Euh, tout ça. c'est une bonne question. En fait, je dors relativement bien parce que les journées sont relativement longues. Euh, Longues et ça m'arrive souvent, tu vois, de faire des semaines de 6 jours, 6 jours et demi, mais je le vois pas comme un boulot. Et c'est là que c'est là que c'est chouette, tu vois, c'est que je me lève pas le matin en me disant, pff, faut y aller ou faut faire des trucs. Non, c'est OK, qu'est-ce qu'on fait? Allez, j'ai plein de trucs. Tu vois, je suis content de le faire. J'ai vraiment l'impression, tu vois, d'être dans une partie de jeu vidéo où il y a toujours un nouveau niveau à aller débloquer, il y a toujours un truc à aller explorer, il y a toujours une nouvelle personne à rencontrer, une nouvelle formation à suivre. Donc en fait, tu vois, je suis un gros joueur hein, de console, mais entre septembre et novembre, j'ai pas joué, ça m'a pas manqué parce que j'ai eu les mêmes ressentis en bossant. Et donc, globalement, je bosse, tu vois, jusqu'à 19 heures en moyenne, en fonction de si je peux rebosser un petit peu le soir après, tu vois, entre 21 heures et 23 heures. Mais globalement, ouais, c'est quand même du temps que j'y passe. Mais le gros truc, c'est que ça me consomme pas d'énergie, ça m'en apporte même, tu vois. Et en fonction, j'ai su aussi écouter ces zones d'énergie pour me dire, tiens, là, je suis fatigué. C'est le moment où je vais faire la compta parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de neurones, tu vois, pour le faire. Je peux le faire en regardant un film ou une série en tâche de fond. Donc en fait, c'est écouter aussi comment je fonctionne, comment j'ai l'habitude de fonctionner. Il y a des moments, tu vois, je me suis dit, je vais faire un article ou je vais faire un post alors que j'étais complètement éclaté. Je le reprends le lendemain, je me suis dit, non, mais faut arrêter de faire ça, en fait, c'est pas efficace. Inversement, je sais que la compta, si je la fais le soir, bon, bah, ça me fait avancer. C'est autant de temps que ça me libère en journée ensuite, tu vois. Et donc, ça a vraiment optimisé. J'adore bouquiner et j'ai besoin de marcher. En fait, j'arrivais pas à rentrer les deux. Je me suis dit, bah, je vais aller lire en marchant maintenant, tu vois. Et donc, c'est comment tu peux combiner certaines plages de temps Tu pour lis faire en en sorte. marchant. Oui, ça, c'est les arts martiaux qui m'ont aidé. Ça m'apprend à jeter un œil, anticiper les obstacles sur le terrain, paf, paf, esquive. Ça fait un moment que je me suis pas cogné ou que je suis pas tombé. Non, mais ça ça m'a fait gagner du temps hein, à l'année, tout mis bout à bout. Et puis l'idée, c'est petit à petit de capitaliser sur ce qui fonctionne, bah, lever le pied aussi sur ce qui fonctionne moins, lâcher prise plus vite aussi sur les chantiers qui portent pas autant qu'on le voudrait. Et donc voilà. Et le jeu dehors, bah, je dors bien en fait hein, après, parce que le soir, je suis fatigué. Bon, est-ce que tu aurais autre chose à partager, un conseil à donner? Enfin, voilà, n'importe quoi dont tu aurais envie À qui? aux gens qui t'écoutent.
aux gens qui m'écoutent. Alors, bah, ne sachant Ou pas, des gens qui ne t'écoutent pas, ou des gens à qui tu as envie de partager des choses. euh, alors pour les personnes qui sont arrivées là, pour les personnes qui sont arrivées là, si vous êtes plutôt coach, il y a souvent la question de la légitimité qui se pose. En fait, la légitimité, vous l'aurez pas avant d'avoir les premiers retours clients. Donc, coacher sans vous sentir légitime, faites-vous un crédit de légitimité. Vous rembourserez plus tard, une fois que vous aurez suffisamment de retours. Pareil, la confiance. Confiance et légitimité. Ouais, je sais plus qui c'est qui disait, mais pour faire un poste, t'as pas besoin de confiance en fait, t'as besoin de faire un poste. C'est revenir au basique, revenir au simple. Et même si c'est pas toujours confortable au départ, se lancer. Et en cas de doute, bah, se tourner vers les autres aussi pour aller chercher du conseil, de la réassurance, de nouvelles approches. Mais voilà, c'est ne pas rester seul. Je pense que le premier truc pour les coachs, c'est confiance, pas confiance, lancez-vous et entourez-vous. Ensuite, si c'est plutôt pour les entrepreneurs, c'est exactement la même chose. C'est tester sur le terrain, aller parler aux gens. Et si on est sur des particuliers, bah, du coup, les peurs, ça se désapprend. Les peurs, ça se désapprend. N'hésitez pas, s'il y a un truc qui vous pollue un peu le quotidien, à vous tourner vers de l'hypnose, vers de la PNL autour de vous. Edwige est certifiée d'ailleurs, une praticienne PNL. Tout à fait. Et donc, PNL ouais, Richard Bandler, j'y tiens. clairement. Et si jamais, de toute façon, c'est une hobby, c'est 1 heure de temps, autant ne pas la garder si ça pollue un petit peu. Vraiment, vraiment aller chercher plus de liberté par rapport à bah, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui, est-ce que je suis en phase avec ça et de quelle manière je peux m'en libérer si jamais j'en veux plus. Merci Loïc. Avec plaisir, Donc on garde CL, confiance et légitimité. CL, c'est n'oubliez ça, pas, confiance et légitimité. J'aime bien les acronymes pour se rappeler les choses. au top. Merci Loïc. À bientôt. Avec plaisir. Ciao, ciao. Ciao.